Pour ce 3e podcast en immersion au Festival Off d'Avignon, les coulisses de Marilyn vous emmènent à la rencontre de Miguel-Ange Sarmiento, qui sur ce festival joue 2 seuls en scène complètement différents. Le premier s'appelle « Mon petit grand frère ». C'est une histoire autobiographique. C'est un message d'amour, de résilience d'un enfant pour son grand frère parti trop tôt. Et le second spectacle, c'est le Cabaret de Carolina, qui est donc un spectacle musical haut en couleur. Allez, c'est parti, on va papoter avec lui. Bonjour Miguel-Ange. Bonjour, tu vas bien? Oui, merci de passer cet après-midi avec moi. Je suis ravi, pardon, je te fais un peu courir, mais c'est le Festival d'Avignon qui nous fait faire de beaux mollets pour la rentrée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on va au théâtre des 3S, où je vais jouer mon petit grand frère, la première pièce de la journée, puisque j'en joue 2 par jour cette année. Et donc je joue à 14h55, il faut que j'aille là-bas, je me prépare. Il y aura mon régisseur James Rogolin qui est là, qui a fait la lumière, qui fait les lumières, qui fait le son. Voilà, et donc dès que l'autre équipe a terminé, nous entrons tout de suite sur le plateau et nous préparons pour accueillir le public. Ok, on y va. On y va? C'est parti. Nous venons d'arriver devant le théâtre des 3S. Comme convenu, Miguel-Ange est parti se préparer et nous allons faire connaissance avec le régisseur. Moi, je suis James, je suis le régisseur du spectacle Mon petit grand frère et également du spectacle du Cabaret de Carolina. Je suis là pour essayer de mettre en lumière tous ces textes et tous ces comédiens qui sont là pour défendre leurs écritures et leurs spectacles. Et tu fais ça depuis combien de temps? 20 ans que je suis intermittent. Et sur Avignon? Ça fait à peu près une dizaine d'années, je dirais, que je fais le festival. Et 2 spectacles par jour, ça va? C'est pas trop fatigant? 3 mon capitaine. 3. J'ai 2 spectacles là avec Miguel-Ange, mais je m'occupe aussi de toutes les choses géniales qui se jouent à 10h10 à la Condition des Soies. Donc si 3 spectacles dans la même journée, c'est un peu sport. Il faut surtout pas s'embrouiller les crayons, mais bon, ça va là à force. Déjà, c'est des spectacles que je connais maintenant, et puis là, après un mois de festival, ça commence à être facile. C'est un spectacle poignant. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce spectacle-là? Miguel-Ange, ça fait 1 an, on s'est rencontrés sur le festival l'année dernière. Le spectacle est plutôt récent pour moi, puisqu'en général, les spectacles, je les suis pendant 3-4 années si les spectacles tournent. Et comment on vit ce spectacle poignant en fait? Parce que il y a une puissance. Ça faut essayer de se détacher parce que après, suivant l'état de fatigue, suivant l'humeur du jour, tu récupères un peu ce qui se passe sur le plateau tous les jours. Donc je peux pas non plus encaisser tous ces mots et tous ces textes à chaque fois que je les vois et que je les éclaire, tu vois. Donc moi je les reçois 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais après j'essaye de me détacher pour pas qu'ils me percutent à chaque fois. Mais bon, évidemment on se laisse embarquer, suivant son état de fatigue, on se laisse vite embarquer par ce genre de propos poignants, bien sûr. Et après le festival, il y a du projet? Alors des vacances déjà, ça c'est sûr. Tu pars où? Je vais aller du côté des Vosges à mon avis fin août, mais j'ai d'abord parce que je suis aussi comédien, et j'ai une date de tournée de mon seul en scène du côté de Biarritz, le 22 août, où je joue un sac de billets. Je suis seul en scène avec ce spectacle depuis 5 ans. Un sac de billes comme le livre? Un sac de billes, tiré du roman de Joseph Joffo. Ouais. Tu restes dans la gaieté en fait. Voilà, c'est toujours léger avec moi, toujours léger et simple. Surtout, je me parlais tout à l'heure de me détacher des textes. J'en ai un qui est assez, qui est plein d'espoir, mais quand même assez lourd à porter. Donc voilà, j'essaye quand même de me détacher des choses, quand même, malgré tout. Bien, je te remercie. Bonjour, bon spectacle à vous. Vous êtes à l'écoute de Radio Monte Carlo, onde longue 1400 mètres. Il est 20h, les principaux titres de ce 9 mars 1971. Gaston Defferre, candidat à la mairie de Marseille, s'est entretenu avec le président Pompidou. Il est notre invité. En sport, après la victoire de Joe Frazier sur Cassius Clay hier soir à New York, Frank Sinatra, grand amateur de boxe, s'est confié au micro de notre correspondant sur place. Mais avant cela, un drame dans la petite commune de Riance dans le Var. 2 enfants de 5 ans se sont noyés dans un bassin d'arrosage. Malgré la présence du docteur du village, arrivé très vite sur les lieux, ainsi que des pompiers de Riance, les 2 enfants n'ont pu être réanimés. Le village est sous le choc. La météo, la vague de froid qui sévit depuis le 27 février semble toucher à sa fin. On relèvera pourtant -7 degrés à Marseille, -9 à Bordeaux, -8 à Lyon, -8 à Strasbourg et
J'ai failli vous quitter avant que cela ne commence. Une fois, c'est un accident. 2 fois, c'est un incendie. Si la sirène avait sonné qu'une fois, je vous aurais quitté sur le champ pour courir jusqu'à ma mère, et elle vit maintenant dans le sud de l'Espagne. C'est pas la porte à côté. Même en courant très vite, le temps d'y aller et d'en revenir, vous seriez parti mécontent et je l'aurais tout à fait compris, je vous aurais remboursé le billet. Je suis un bon garçon. Alors, pour ne pas inquiéter ma mère, je cours. Je cours dès que je n'entends pas le second coup de sirène. Je sais que ce n'est pas bien de penser ça, mais parfois j'aimerais que ça brûle plus. Au moins, j'aurai le temps de finir de jouer. Ce n'est pas correct de lâcher ses camarades de jeu en plein milieu d'une marelle ou en pleine partie de cache-cache, surtout si c'est à mon tour de les chercher. Vous les imaginez silencieux dans leur cachette jusqu'à la tombée de la nuit. Leurs parents s'inquiéteraient pour eux parce qu'ils ne les verraient pas rentrer à la maison après le goûter. Mais moi, je n'ai pas le choix. Moi, je suis un garçon responsable. Un coup de sirène égale un sprint. Et pourtant, je ne suis pas bon en sport. J'ai toujours été parmi les derniers parce que je ne suis pas musclé comme les autres garçons de mon âge qui, eux, parcourent le village du nord au sud, d'est en ouest. Ben, eux, à force, ils sont toniques. Et moi, je suis un garçon raisonnable. Bonjour, alors vous en avez pensé quoi? Regardez. Les larmes. On est tous dans le même étage. Bah franchement c'est vraiment très très touchant et j'ai rarement vu une pièce de théâtre aussi touchante, aussi poignante, d'autant plus que c'est une histoire vraie. C'est un acteur mais c'est aussi son histoire. C'est pas, il ne raconte pas l'histoire de quelqu'un donc c'est d'autant plus touchant. Voilà. Oui, c'est extrêmement touchant. Il y a un grand effort d'écriture et ça se sent. Moi, j'ai beaucoup aimé le texte en fait. Mais oui, c'est très très touchant. Les mouchoirs parlent tout seuls. C'est une claque d'émotion. C'est tellement un sujet douloureux, délicat, mais qui est traité avec pudeur. C'est magnifique. C'est horrible, mais c'est un spectacle qui en sort magnifié. Voilà. Merci à lui en tout cas. On va se remettre un peu dans nos émotions et puis on va retrouver Miguel-Ange pour discuter avec lui. Miguel-Ange, qui es-tu? Comédien, chanteur. Je suis devenu aussi, par la force des choses, producteur de mes propres spectacles. Je suis un binational, puisque c'est à la mode, je suis un binational. Je suis un garçon né en France de parents espagnols, donc j'ai 2 cultures en moi. J'ai la culture française dans laquelle j'ai grandi et que j'aime énormément et qui est profondément ancrée en moi, et la culture espagnole de par mes parents, qui est également quelque chose qui est très profond en moi et que je développe dans tous mes spectacles. Je passe ma vie à être sur scène, c'est là que je trouve mon salut. Voilà, je me débrouille pour être auto-entrepreneur, auto-artiste. Artiste maintenant, il faut savoir tout faire de nos jours. Savoir de tout faire. De plus en plus d'artistes doivent apprendre à tout faire. En plus, gérer la com avec les réseaux sociaux, ce qui est encore plus compliqué pour moi parce que je ne suis pas de cette génération-là. Mais enfin voilà, donc je suis un artisan du spectacle vivant. Et là, sur Avignon, tu présentes quoi? Je présente 2 spectacles. Mon petit grand frère, pour la 2e année, qui est un texte que j'ai écrit en hommage à mon frère. Dans ce texte donc autobiographique, je raconte comment mon grand frère est devenu un jour mon petit grand frère suite à un événement qui a bouleversé notre histoire, sa disparition, l'accident tragique qui nous a privés de lui. Et je raconte comment j'ai pu voir, à travers mes yeux d'enfant, comment j'ai pu voir mes parents ne plus vivre. Et puis moi, comment j'ai choisi la survie en chantant, quoi. C'était je pense ma vocation, c'était d'être sur scène et de chanter. Voilà. Comment tu es venu à écrire ce spectacle? Je n'avais jamais pensé écrire un tel spectacle sur moi. C'est tellement intime. Donc j'ai voulu, à l'approche de l'anniversaire du 50e anniversaire de la mort de mon frère,
j'ai voulu faire une enquête parce que j'étais un peu dans le brouillard. Ma mémoire était dans le brouillard. Je n'avais que même pas 2 ans quand l'accident est arrivé et donc je n'ai grandi qu'avec des souvenirs plus ou moins nommés puisqu'on n'en parlait pas. Il y avait beaucoup de photos. J'étais dans un village où régnait l'omerta pour ne pas faire souffrir. On n'en parlait pas. Ma famille n'en parlait pas. Ma famille était en Espagne. Mes parents étaient avec moi en France ici. Donc on n'a jamais parlé. Et pourtant on baignait dans ce drame-là. Et à l'approche du 50e anniversaire de la mort de mon frère, j'ai eu besoin d'en savoir un peu plus. Savoir où était cet enfant que j'étais à 21 mois, dans les bras de qui au moment où ça s'est passé, qui s'est occupé de moi, comment ça s'est passé. Et donc j'ai posé des questions à mes parents, j'ai posé des questions à mon village. Et je me suis rendu compte, ça m'a fait un peu l'effet du Truman Show, c'est-à-dire que tout le village, ça savait. Et les personnes dont je parle dans le texte, Bernadette, le pompier, etc., sont des gens que j'ai croisés toute ma vie en grandissant. Je ne savais pas ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient vécu avec mes parents à ce moment-là. Donc c'est tellement extraordinaire de pouvoir les entendre parler. Après toutes ces années, je me dis, mais en fait, d'accord, mais eux savaient. Et cette fameuse Bernadette Pinto de Riens, qui était la directrice de la maison de retraite, comme on disait avant, toute ma vie, je l'ai vue, et puis je savais pas que c'était elle qui m'a pris dans ses bras, qui m'a accompagné jusqu'à la frontière avec mes parents. Et puis mes parents, que j'ai réussi à entendre parler, avaient 2 phobies. La phobie des requins, que j'ai toujours d'ailleurs, je ne supporterais pas d'être dans l'eau avec des requins, ça c'est. Et puis l'autre phobie, c'était d'entendre mes parents parler de cet accident-là. Et je les ai fait parler, je ne pensais pas que je survivrais à ce moment-là. Et néanmoins, je l'ai traversé ce moment-là. Et je pense que ça nous a libérés. Ils ont entendu des choses qu'eux-mêmes ne s'étaient jamais dites parce que c'était insupportable. Donc voilà, et quand j'ai terminé d'écrire ce texte-là, c'est mon entourage, des amis qui m'ont dit « mais ce texte est magnifique », j'en ai lu quelques bribes et qui m'ont dit « mais ce texte est magnifique, il faut que tu le fasses entendre ». Bon, je me suis dit « bon, pourquoi pas le mettre sous forme de lecture au départ ». Et j'en ai fait quelques lectures, on m'a encouragé à le faire vivre comme une pièce de théâtre. Et puis, avant de vraiment me lancer, je l'ai lu à une amie psychanalyste, grande dame, Claire Gillier, qui est vraiment une psychanalyste vraiment de haut niveau. Et donc, quand j'ai vu comment elle a réagi à ce texte-là, et elle m'a autorisé en me disant, je l'ai écouté avec tous mes fantômes, vas-y. Parce que ma crainte était de prendre en otage le public pour faire ma psychanalyse. C'eût été déplacé, c'eût été malsain. Je ne voulais surtout pas tomber dans cet écueil-là. Donc, qu'est-ce que j'en ai fait? La psychanalyse, c'est avant ou c'est ailleurs, dans tous les cas, mais c'est pas sur la scène. On ne peut pas piéger les gens comme ça. Quand je l'ai joué à Paris, j'ai fait 3 représentations. C'était juste pour boucler. J'avais juste envie de terminer ça, de boucler cette histoire. Et il se trouve qu'il y avait un directeur de salle qui était là, Fabrice Roux de l'Archipel, qui m'a dit « votre texte est magnifique, vous êtes magnifique, est-ce que vous voulez venir le jouer chez moi ?» Et puis du coup je l'ai joué à Paris, en plein Covid, ou à la sortie du Covid plus ou moins, donc c'était pas top pour les salles de spectacle, mais néanmoins le spectacle a commencé à résister, à vivre à Paris. Après ça a été les Saillons, après ça a été la Contrescarpe, l'Avignon l'année dernière, et puis de fil en aiguille nous avons eu envie avec Rémi Cottac, donc qui est mon metteur en scène, éditer le livre nous-mêmes, parce qu'on nous réclamait souvent le texte. Et le livre que Rémi a très subtilement illustré. Et nous avons également mis des QR codes qui permettent de retrouver certains passages musicaux ou certaines ambiances du spectacle. On peut lire le livre sans, mais si on le lit avec, ça peut nous rappeler le spectacle ou nous retrouver un peu certaines ambiances. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, évidemment que j'ai envie de le jouer en espagnol, donc il a été traduit à l'espagnol par Laura Catalan. Nous allons le créer à la Casa d'Espagne, à la Maison d'Espagne en 2025, à Paris. Vraisemblablement, j'aurai l'occasion de le jouer en Espagne. Et puis, nous aurons l'occasion de le faire en 2026, si tout se passe normalement, aux États-Unis, sur la côte Est, puisque le texte a été traduit par une classe de français là-bas, une classe d'étudiants américains qui apprennent le français. Et là, j'ai rencontré
une traductrice italienne cet été à Avignon qui va le traduire à l'italien, parce que je parle l'italien aussi, j'aime beaucoup l'italien, et donc j'aimerais jouer ce spectacle dans les 4 langues. Pas pour faire une performance, c'est pas pour faire juste une performance, c'est parce que d'abord j'aime ces 4 langues que je parle, avec plus ou moins de fluidité, mais dans tous les cas c'est un exercice de comédien qui est très très intéressant. Et c'est parce que je veux que cette parole soit entendue le plus loin possible. C'est pour rendre hommage à mes parents, pour rendre hommage à mon frère, que c'est en espagnol, que se entere el mundo entero, que le monde entier soit au courant de ce qui nous est arrivé. Il y a des drames dans beaucoup de familles, tous les jours. Le nôtre, c'est celui-ci. Après, ce que j'en ai fait, si les gens à la fin du spectacle viennent souvent me dire merci, m'embrasser, me prendre dans les bras, c'est pas forcément parce qu'ils ont perdu un frère ou une sœur, mais parce qu'ils ont forcément... Ça résonne chez eux quelque part, sans forcément avoir perdu quelqu'un, mais peut-être la peur de perdre quelqu'un aussi. Ça parle du lien, la famille. Un miroir, je pense, ce petit grand frère, cette pièce. C'est un miroir où chacun peut y voir un peu son lien à l'autre qui pourrait partir, à celui qui est parti. Donc voilà, je n'ai pas de vertu thérapeutique et je n'ai pas cette prétention-là. Je ne peux que donner le texte là et accueillir la parole. J'aimerais qu'il y ait ce qu'on appelle un bord de scène à la fin de chaque représentation, qu'on puisse accueillir le public qui a envie de rester et de parler. On l'a déjà fait et c'est très surprenant ce besoin de prendre la parole ou d'entendre des choses. Et puis c'est surprenant de voir de quoi les gens peuvent parler. Un jour on l'a fait, il y a une personne qui nous a parlé de ce que ses grands-parents lui avaient rapporté de la guerre d'Algérie. Et donc c'était formidable de pouvoir entendre tout ça. C'était formidable. Et donc je dirais que c'est une ode à la vie. Et c'est devenu maintenant un objet théâtral. Quand je démarrais à le jouer, j'étais beaucoup dans l'émotion et on n'avait pas de mal à savoir que c'était mon texte, que ça m'appartenait. Aujourd'hui, on peut se poser la question parce que c'est devenu un objet théâtral. Les gens ne savent pas forcément que c'est mon texte, que c'est mon histoire. Dans tous les cas, ils savent que c'est mon texte, mais pas forcément mon histoire. Parce que j'ai pris la distance nécessaire pour que la catharsis s'opère et qu'on ne soit pas là dans des jérémiades égotiques ou égocentriques. Donc, voilà, je pense que je suis là aujourd'hui. Est-ce que tu as changé entre le moment où tu as écrit? Est-ce qu'il y a un avant et un après? Oui, sûrement. Je me sens plus solide, peut-être. Je me sens plus solide, je me sens à ma place. Je me dis, tiens, tout ce qui devait arriver, toutes les embûches que j'ai rencontrées, tout ce dont je parle dans la pièce, toutes ces séances de psychanalyse qu'il a fallu que comme je dis, je me suis accroché au divan pour ne pas rejoindre mon frère plus tôt que prévu. J'aurais pu me mettre en danger de mort. Je me suis sûrement mis en danger de mort pour dépasser la douleur, pour supporter la douleur. Le fait de pouvoir en parler, de pouvoir... ça m'a apaisé. Je pense que ça a apaisé mes parents. Et je pense que, du coup, je suis au bon endroit. Je me dis que s'il fallait faire tout ce chemin pour arriver à cette justesse-là, parce que c'est ça, l'idée, c'est d'être juste. Parce que sur scène, avec ce texte-là, je ne pourrais pas me permettre de ne pas être juste, de faire le comédien, de faire le fanfare. Ce n'est pas possible. Ce texte me rappelle à une justesse, à ne pas tricher, à ne pas pardon. Voilà. Donc du coup, c'est ça que j'ai appris beaucoup avec ce texte-là. Et c'est ce que l'on doit faire avec tous les textes que l'on doit honorer et porter. On se doit d'avoir cette qualité de justesse, cette qualité d'écoute. Donc voilà. Donc je pense que je me suis plus musclé comme comédien. Dans tous les cas, il a fallu que j'utilise mes outils de comédien et que ma casquette de comédien pour en faire un texte qui du coup ne m'appartient plus. Il appartient à ceux qui l'écoutent, à ceux qui le lisent. Je peux te poser une question indiscrète. Tu réponds vraiment si tu veux, il n'y a aucune obligation. Est-ce que ta famille a vu la pièce?
Mes parents ne l'ont pas vu en live sur scène parce qu'ils vivent en Espagne, ils sont trop âgés pour venir maintenant en France. Mais ils l'ont vu en vidéo, en captation, sur le grand écran de la télé de la maison, il y a 2 ans après la création. Ça a pris 2 ans quand même avant qu'ils aient envie de le voir. Mon père avait un peu la tête ailleurs déjà parce qu'il avait eu son AVC, mais néanmoins, il a sa tête pour ce qui l'intéresse. Quand je pense que les choses ne sont plus supportables, il a plus sa tête. Donc, voilà, j'ai vu qu'il a regardé avec attention. Parfois, il s'absentait. Ma mère, qui a plus toute sa tête, a été très très émue. Moi aussi, j'étais très ému de voir ça avec eux. Et c'était très dur, plus dur que ce que je pensais, plus dur que d'en parler avec eux finalement. Et ma mère m'a dit, je ne savais pas que tu avais autant souffert, je ne savais pas que tu avais traversé tout ça. Et je ne m'attendais pas à ça parce que je ne l'ai pas fait dans cet esprit-là. Mais voilà, effectivement, je crois que mes parents n'étaient pas conscients de ce que je vivais, de ce que je traversais. Eux-mêmes perdus dans leur propre torpeur. Donc, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu pour tenir le coup, quoi. Pour ne pas sombrer. Et donc, voilà, c'était chacun sauf qui peut, quoi. Mais quand tu as 2 ans, moins de 2 ans, tu te raccroches à ce que tu peux, tu te raccroches à des parents, mais à des parents fantômes, à des parents, des moribonds, quoi, parce qu'ils sont en état de mort, quoi. Donc, voilà, avec le recul, je pense que je serais très très ému s'ils pouvaient venir dans la salle. C'est impossible aujourd'hui, mais je vais le jouer en espagnol, donc peut-être qu'en le jouant là-bas en Espagne, plus près de chez eux, peut-être qu'ils viendront, je ne sais pas. Tu vois la réaction du public, parce que faut avouer, hein, on est tous sortis en larmes. Hein. Ouais. Voilà. Comment tu vis ça? Au début, c'était très particulier, se faire applaudir à la fin de ce spectacle-là. Pour moi, ça a été, j'ai mis du temps à l'accepter, j'ai mis du temps c'était terrible de me dire, mais je me fais applaudir par rapport à cette histoire. Si ça n'avait pas existé, je ne serais pas en train de me faire applaudir ici. Je sais bien qu'on n'applaudit pas le drame, on applaudit la reconnaissance, la vibration qui est passée. Hein. On n'applaudit même pas la performance d'acteur, on n'est pas là, on est dans le témoignage. Voilà, on applaudit le partage que nous devons faire. Effectivement, tous les applaudissements sont très chaleureux, soutenus, et de voir les gens, autant de gens pleurer ou les larmes aux yeux, c'est assez fort, c'est assez. Donc je me dis, il se passe quelque chose, je suis au bon endroit, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, de provoquer des émotions. Et je ne fais pas dans le but de provoquer des émotions, mais je me dis c'est quand on est dans de la vibration, ça vibre juste, ça sonne juste, et c'est ça qui est formidable, c'est ça qui nous permet de nous dire, on est en vie, parce qu'on ressent des choses. Alors tout n'est pas joyeux dans la vie, loin de là, mais le drame, la douleur, la peine, le désespoir, le désarroi font partie de la vie. Après, charge à nous d'en faire autre chose ou de vivre d'autres choses ailleurs pour compenser. Tu passes de cet état-là, oui, et tu joues un autre spectacle plus tard. Oui, justement, si qui est, parce que du coup, on n'a pas encore présenté. Quand je pense aux autres moments de joie et de joie que l'on peut vivre, moi c'est ce que je fais avec Carolina qui est mon clown. Carolina est née dans une pièce de Matvei Vichnek dans laquelle je jouais au Festival d'Avignon il y a quelques années, en 2008. Carolina est née, à ma grande surprise, sur scène, et je lui ai prêté mon corps, ma voix, mes yeux, et avec sa frange rouge, petit à petit, elle s'est imposée à moi. Elle s'est imposée à moi, elle s'est imposée dans mon répertoire, et ça fait des années qu'elle est là avec moi, Carolina, et elle provoque beaucoup de joie. Elle provoque de la joie. Parfois, les gens sont émus aux larmes parce que on me dit qu'elle est touchante, Carolina. Carolina, elle parle de la différence. Carolina, elle parle de la tolérance. Et donc, elle peut intriguer. On est intrigué un peu par Carolina parce qu'on se dit, mais quel est ce personnage? Comment fait-il qu'elle
quelle est cette gouaille si particulière, mais parce que c'est ma culture espagnole qui parle à travers Carolina. Carolina a l'accent espagnol, elle a pris l'accent de ma mère, elle a pris les éventails d'Almodovar, des couleurs d'Almodovar. Elle est nourrie de la culture espagnole que j'ai vécue de manière par intraveineuse par mes parents et puis par la culture espagnole qui m'est arrivée au fil des années tout en étant en France. Donc, et Carolina est un rayon de soleil pour moi. Et donc, oui, on peut. C'est mon Auguste, c'est mon clown qui fait rire. Et donc les deux me permettent. Quand certains viennent voir Carolina, ils n'en reviennent pas ensuite de me voir dans mon petit grand frère et vice versa. C'est vrai que c'est diamétralement opposé, mais c'est tellement issu du même œuf. Le même œuf qui est celui de l'émotion vitale, de la pulsion de vie. Et dans la pulsion de vie, il y a la pulsion létale. Parce que c'est la réalité. Dans la pulsion de vie, il y a pulsion de mort. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et donc, j'ai l'impression que et l'un et l'autre ont pris chacun de cette pulsion. Et Carolina me permet des choses que moi-même, je ne me permettrais pas. Elle est ailleurs. Elle est dans la permissivité. Mais avec beaucoup de tendresse. Elle va taquiner les gens. Elle n'est pas vulgaire. C'est quand c'est coquin, c'est juste assez ce qu'il faut pour que les enfants ne comprennent pas, mais les parents ont compris avec un petit sourire complice. Mais donc voilà, Carolina, elle ne vient pas du monde de la nuit. Je ne viens pas du monde de la nuit parce que je viens du théâtre contemporain. Donc Carolina n'est pas drag queen, Carolina n'est pas transformiste. Carolina est un personnage de théâtre. Carolina, c'est une femme espagnole, comédienne, chanteuse, animatrice. Et donc voilà, et je suis touché de voir comment Carolina touche les gens. Si les gens n'étaient pas autant touchés par Carolina, je pense que je lui dirais Carolina, c'est bon, on en reste là. Mais non, malgré les années qui passent, et les gens réclament de plus en plus, surtout par les temps qui courent, parce que Carolina est un bol de champagne. Pour ceux qui aiment le champagne, ou dans tous les cas, ça pétille comme du champagne. Ça fait du bien. C'est un spectacle, surtout dans le cabaret que nous avons créé avec Rémi Cotta et c'est au Festival d'Avignon. Cette nouvelle version, c'est un bol d'oxygène qui fait du bien. Mais en même temps, c'est une ode à la différence, à la tolérance. Parce que Carolina rappelle au public que son papa lui disait quand elle était petite, cada uno es un mundo, chacun est un monde. Et donc, elle est très contente de savoir que les gens finissent par l'accepter avec sa frange rouge, avec sa particularité, avec son accent. Finalement, elle dit aux gens, vous voyez, vous aussi, vous m'avez accepté, donc moi aussi, je vous ai bien accepté. Donc, si en sortant de là, on s'acceptait tous les uns et les autres, est-ce que ça serait pas plus formidable? Donc, c'est le message de Carolina. D'accord. Alors là, qu'est-ce que tu vas faire Là, tu vas aller te reposer. Oui, je vais me reposer. Après, on retrouve Carolina ce soir. Et après, on retrouve Carolina ce soir, avec grand plaisir. J'aurai très grand plaisir à te la présenter. D'accord. Écoute, alors à ce soir. À ce soir. Et merci. Merci à toi. Michel-Ange va se reposer un petit peu et nous, en attendant, on va aller papoter avec toutes les personnes qui ont travaillé autour de ce spectacle. Je m'appelle Rémi Cotta. Et vous êtes ? Et je suis le metteur en scène de mon petit grand frère. Un metteur en scène, c'est s'emparer du texte, s'emparer de l'acteur et puis d'en faire un spectacle vivant sur scène, trouver l'éclairage adéquat, décor en l'occurrence, on a fait des décors aussi. Donc voilà, c'est ça, c'est sublimer un peu le texte avec à l'aide du comédien. La création date de 2-3 ans à peu près, je crois. Ça a duré un mois parce que c'était quand même compliqué, parce que c'est un texte qui est pas facile. Et donc il a fallu s'écarter du texte pour pouvoir le voir de plus près en fait. Voilà. Bien, merci. Je m'appelle Laura. C'est tellement bien dit. Alors, du coup, quel est ton métier ? Alors, moi je suis éditrice et je m'occupe aussi de la traduction des ouvrages de Michel-Ange. Et du coup, là, tu as traduit le texte de la pièce qu'on vient de voir en espagnol, c'est ça ? C'est ça. Je fais la traduction du texte en espagnol pour qu'il puisse être représenté en Espagne. Comme il a dit tout à l'heure, de faire arriver le message le plus long possible. Faire un travail justement, pas uniquement de traduction, parce que comme vous l'avez vu, c'est un texte qui emporte beaucoup d'émotions et requiert un travail pour pouvoir transmettre la même émotion dans le même code, avec la même expertise des langues qu'il utilise en français à un autre type de public. Donc oui, il y a une traduction et après il y a une adaptation, il y a une mise en scène, il y a tout un travail
qu'elle ne reste pas uniquement dans les textes, quoi. De faire passer ça en langue espagnole, adaptée à la pensée, à la cosmologie espagnole, à la langue espagnole, à les manières de nous communiquer entre nous, même de blasphémer, d'exprimer nos émotions, voilà, c'est pas uniquement le texte en fait. C'est la première fois que tu travailles sur une pièce de théâtre? Avec Michel-Ange, ça va être la deuxième. Et à part avec Michel-Ange? Moi, normalement, je travaille dans l'édition scientifique. Oula! Donc, sciences humaines et sociales. Mais vu que je suis bilingue, que je fais des études en nos langues et que je fais de la littérature comparée, on m'a demandé de faire la traduction et on s'est jeté dans l'eau, quoi. Et comment vous êtes rencontrés? Ouf! Si je peux poser cette question. Oui, en fait, il a été le propriétaire de Première Studio. Je lui ai toute seule à Paris il y a 14 ans. Voilà, on s'est rencontrés par hasard. Il n'y a pas de hasard. On dit comme ça, c'est vrai. Et on est devenus famille au fur des années, au pas des années. Et Avignon, tu connaissais avant? Je suis venue en tant que spectatrice et cette fois-ci, on fait les deux et c'est magnifique. Je trouve que moi en tant qu'Espagnole, on n'a pas un Avignon en Espagne, un festival comme celui-ci. Je peux dire juste que vous avez beaucoup de la chance de pouvoir vivre cette expérience et faire vivre l'art de cette manière. Bonjour, Nadine Buob, tracteuse professionnelle depuis 30 ans. Waouh! Et oui, je tracte parce que Miguel m'a rencontré l'année dernière grâce à un artiste. D'accord. Et 30 ans sur le Festival d'Avignon? Oui, 30 ans sur le Festival d'Avignon. Et comment on devient tracteuse professionnelle? Alors moi, ça s'est fait accidentellement. Il y avait une dame qui démarrait pour la première fois à Avignon. Et elle ne connaissait pas les rues, elle ne savait pas comment afficher, elle ne savait pas. Et elle m'a dit, est-ce que vous pouvez m'accompagner? C'est parti de là. Et j'ai accompagné, et j'ai vu que ça me plaisait, et je lui ai ramené des pros. Et mon nom est circulé dans des productions à Paris, et petit à petit, il y a mon numéro qui a tourné, et je me suis retrouvée dans pas mal de productions. Là, je suis actuellement avec aussi Christophe Segura, la Mariolu Production, Les Téméraires, Rentrée 42, Le Radeau de la Méduse, et ma foi, et je fais toujours avec les mêmes productions. Je suis fidèle à ça. Du coup, vous tractez pendant combien d'heures par jour? Moi, si je me lève, je suis là pour 10 heures jusqu'à 21 heures, le dernier spectacle de Carolina. Donc en fait, vos 10 000 pas par jour, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. Ils vont bien. Les baskets, elles vont bien, on les change en fin de festival. Voilà. Et c'est pas trop fatigant avec cette chaleur? Non. Alors, quand la chaleur est là, on s'habitue, mais il faut dire qu'on n'a pas eu trop chaud cette année. Et la plus grosse chaleur, ça a été vendredi. Là, ça surprend un peu, mais c'est une habitude. Voilà, que du bonheur. Il est 20h. On va faire la balance juste avant le spectacle avec Carolina. Et là, on règle les derniers problèmes électriques. Ouais, les derniers problèmes techniques, les retours de scène. Je vais mettre. Il fait partie de l'équipe du Rouge-Gorge. Donc ce sont les deux régisseurs qui viennent et qui aident tous les spectacles. Nous aident plus parce qu'on est plus gentils que les autres. Comment? Tournez là, laisse un peu tourner ce Larsen. Je peux pas le faire disparaître, c'est du 400, c'est la salle. Ça veut dire quoi? C'est qu'il va revenir quand même si je coupe. Ah bon, comme dans la mer? C'est un 440. C'est le là 440 qui déconne? Ouais. Supplying, it's electrifying. C'est bon, on va y aller, c'est pas grave. You better check up. Là, ça va, je m'entends. Ici, tu veux quelque chose ici? Ouais, and my heart is set on you. You better check up. Mais le retour là, c'est l'idéal. 55, hein? 55, oui. Donc, c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi aussi. Amusez-vous. Les balances sont terminées et maintenant le spectacle va commencer. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous les tapis du vent. Voyage éternellement.
Un moment formidable, et vous? Bonsoir Carolina, bonsoir à tous et à toutes. Quand on vient à la fin du festival, journalistes, les blogueurs d'Avignon, nous nous réunissons pour mettre quelques petites choses, petites baguettes, petits remerciements. Et je trouve que cette année, Carolina, tu as reçu le prix du meilleur seul en scène pour le OFF 2024. Les gens qui ont du cœur et qui nous font des spectacles et qui nous bouleversent, attirent les cigognes 2 fois, eh bien j'ai l'honneur de te remettre le doublé, c'est-à-dire le meilleur seul en scène pour mon petit grand frère qui se joue sur le travail. Alors, du coup, vous en avez pensé quoi? Oui, je suis émue. Une agréable soirée, un super spectacle avec plein d'humour et beaucoup d'émotions aussi. Et le message de la fin était très beau aussi, et juste. Et là, ça m'a ému son émotion. Ah, mais c'est fantastique, je le recommande vivement. C'est émouvant, vivant. On traverse un petit peu les dernières décennies musicalement et en même temps, elle adresse des thématiques que je trouve très contemporaines, avec une touche d'humour vraiment décapante. Génial, j'ai adoré. J'ai trouvé les chansons, tout, la mise en scène, c'était un super moment. On ressort heureux, on est bien. Alors je l'ai trouvée fabuleuse, elle est tout à fait déjantée, super, elle est très solaire, elle nous apporte la joie pour le temps du spectacle, c'est super. Devant moi, les 2 membres du blog qui vient de distribuer 2 prix à Michel-Ange, et si on allait discuter avec eux pour en savoir un peu plus. Alors Frédéric, je suis rédacteur en chef du blog Avignon à l'unisson. Alors sur le festival, nous couvrons l'intégralité. On a vu cette année 850 pièces avec l'ensemble des blogueurs et blogueuses. Et nous vus et en fin de festival, nous décernons un certain nombre de prix aux spectacles et aux comédiens, aux comédiennes qui nous ont semblé particulièrement efficaces et dont le public a aimé les œuvres. Combien de prix vous donnez? Alors tous les ans, nous remettons entre 15 et 18 prix en fonction des spectacles que nous avons vus. Il y a quoi comme catégorie? Alors meilleur comédien, meilleure comédienne, metteur en scène, meilleur auteur, spectacle musical, spectacle pour enfants, meilleur jeune comédien, meilleure jeune comédienne, l'effet de lumière aussi, scénique, danse. Quand nous avons la chance d'avoir des spectacles circassiens ou de cirque, j'ai un journaliste qui est spécialisé dans tout ce qui est cirque et circassien, donc on remet aussi un prix à ce niveau-là. Et puis on a 2 petits prix coup de cœur qui sont des coups de cœur qui sont de la part de blogueurs qui aujourd'hui nous ont quittés, sont partis cette année vers l'au-delà. Et un à qui on pense très fort qui était Bruno Morel, qui primait la différence et le choix de pouvoir être différent. Et donc on a remis pour la première année cette année un prix Bruno Morel à un spectacle LGBT qui parle de prévention et de sida pour nos jeunes. Là vous venez de décerner 2 prix? Tout à fait, 2 prix alors au même comédien qui joue dans 2 pièces différentes, qui est le meilleur seul en scène qui a été attribué à Miguel-Ange Sarmiento dans ces 2 spectacles, Mon petit grand frère qui se jouait au 3S tous les après-midi et Carolina. Et pourquoi? Alors pourquoi parce que ces 2 spectacles sont 2 facettes en fait d'un comédien et ce qui nous intéressait. Le premier spectacle est un spectacle plutôt autobiographique où il nous parle de son enfance et d'un drame qu'il a vécu et qui a peut-être fait, comme il le dit lui-même, ce qu'il est devenu au jour d'aujourd'hui. Et ce seul en scène, il a rempli le 3S quasiment tous les jours. Le public sortait avec les larmes aux yeux en disant que ce qu'il avait vécu était un drame et qu'il en faisait une force aujourd'hui. Et de l'autre côté, il nous a proposé un personnage qui est à la télévision assez connu sur Canal+, qui est le personnage de Carolina, qui est un petit peu son Mr. Hyde à lui, sa face plus obscure. Et il explique très bien, Miguel-Ange, en disant que Carolina, c'est pas un drag queen, c'est pas un travesti, c'est simplement lui qui a envie de jouer ce personnage de Carolina pour exprimer tout ce que, familialement parlant, et le poids du passé ne pouvait pas exprimer. Et en fait, pendant 1h10 sur scène, il met le feu sur scène au rouge-gorge, et ça fait 3 fois qu'on voit le spectacle et 3 fois qu'on voit un public ravi, qui danse, qui applaudit, qui chante avec lui. Et donc, le jury qui s'est réuni a estimé que à la majorité, ces 2 spectacles méritaient largement d'être exceptionnellement, ça arrive rarement, 2 fois couronnés cette année. Bien, merci. Alors le spectacle de Carolina vient de se terminer. Oui.
Comment tu te sens? Ce soir, je me sens particulièrement heureuse, très très heureuse parce qu'il y avait un public formidable, comme tous les soirs, mais un public de plus en plus dense. Donc le bouche à oreille fonctionne, les gens aiment ce spectacle, ils en parlent autour d'eux. Et puis surtout ce soir, j'ai eu deux prix, un prix pour le cabaret de Carolina par Avignon à l'Unisson, l'association Avignon à l'Unisson. Donc je suis très très heureuse, très émue, je ne m'attendais pas du tout à ce prix-là pour le cabaret de Carolina, donc je suis très heureuse. Et on m'a remis aussi le prix que je dois remettre à Michel-Ange, ou je me remettrai à moi-même un peu plus tard, le prix de meilleur seul en scène pour mon petit grand frère. Donc voilà, je suis très heureuse. Déjà félicitations. Merci beaucoup. Et qui es-tu, Carolina? Si je le savais, je ne serais pas là. Je pense que je suis un rayon de soleil dans la vie de Michel-Ange. Je suis un clown, le clown, pas le clown blanc, celui qui est le clown triste, mais je suis plutôt l'Auguste. Je crois que l'Auguste, c'est celui qui fait rire. J'ai envie d'être une bulle de champagne, des bulles de champagne. J'ai envie de faire sourire les gens, de les faire rire, et puis pourquoi pas aussi de les émouvoir à travers certaines chansons. Et c'est souvent ce qu'on me dit. Donc j'ai envie de regarder la coupe pleine. Voilà, je suis là pour regarder la coupe pleine et pour dire aux gens, regardez, on peut tous regarder la coupe pleine. Mais surtout, je suis là pour dire haut et fort que souvent les gens me trouvent bizarre parce que j'ai une frange rouge, ils me trouvent différente. Et j'ai dit c'est incroyable, juste parce que j'ai une frange rouge. Donc je voudrais simplement pour rappeler aux uns et aux autres que les petites différences de chacun, c'est ce qui nous donne la complexité, mais surtout la richesse de ce monde-là. Donc acceptons nos franges rouges, vertes, bleues, acceptons toutes nos différences. Voilà, le 3e épisode des coulisses de Marilyn en immersion au Festival Off d'Avignon est à présent fini. J'espère que cela vous aura plu. Je tenais à remercier Miguel-Ange Sarmiento pour son accueil, sa disponibilité et sa gentillesse, ainsi que toute son équipe pour cette journée qui fut riche pour moi en émotions. Je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bisous bisous. Pour ce 3e podcast en immersion au Festival Off d'Avignon, les coulisses de Marilyn vous emmènent à la rencontre de Miguel-Ange Sarmiento.